Bonjour à tous et bienvenue dans Fact Checking, l'émission qui confronte les mots au réel. Et si au final, tout cela n'était qu'une partie du plan des élites mondiales visant à soumettre l'humanité entière à une domination sans partage? Depuis quelques mois, si vous traînez un peu dans la section commentaires de vidéos YouTube traitant du Covid-19, ou si vous faites partie des gens qui ont visionné le film Hold Up, sorti en novembre dernier, il y a de fortes chances pour que les mots Great Reset, grande réinitialisation ou grand reset, dans un curieux mélange de français et d'anglais, ne vous soient pas inconnus. Grand Reset, une expression derrière laquelle d'aucuns voient très sérieusement s'esquisser un projet totalitaire bâti sur les nanotechnologies et porté par les grands de ce monde, tandis que d'autres balayent la formule d'un revers de main, y voyant uniquement le fruit de l'imagination de quelques théoriciens du complot nourris aux réseaux sociaux. Pourtant, l'idée d'un grand reset ne vient pas de nulle part. L'expression n'est pas née sur un obscur forum complotiste, puisqu'elle a été forgée par Klaus Schwab, professeur de management allemand, principalement connu en tant que président et fondateur du Forum économique mondial de Davos, qui rassemble chaque année les principaux dirigeants d'entreprises, responsables politiques et personnalités influentes afin de discuter des problèmes du monde. En mai 2020, alors que le monde est en pleine première vague de Covid-19, les instigateurs du Forum de Davos vont produire un certain nombre de réflexions, de prospections, de propositions qui constitueront le point de départ de ce grand reset appelé de leur vœu. L'idée est alors d'envisager la dévastation laissée par la pandémie comme une opportunité de construire un monde meilleur, plus durable, moins inégalitaire, plus inclusif, plus solidaire, plus respectueux de l'environnement. Une réflexion nécessaire induisant de profonds changements économiques et sociétaux, sous peine de voir le monde sombrer dans le repli sur soi, le populisme et la guerre du tous contre tous. Une réflexion au cœur de la communication du Forum de Davos et que Klaus Schwab développera dès juillet 2020 dans un livre, coécrit avec l'analyste économique Thierry Malret, Covid-19, la grande réinitialisation. Alors vous l'aurez compris, au programme de ce livre, pas de mise en esclavage généralisée via la 5G et les vaccins, simplement les rêves et aspirations d'une petite élite influente, convaincue d'œuvrer au progrès de l'humanité et au bonheur universel. Et pourtant, à la lecture de ce livre, on en serait presque venu à regretter que les thèses complotistes les plus farfelues ne soient pas fondées, car on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et si les intentions de Klaus Schwab et Thierry Malret ne semblent pas mauvaises, en revanche, leur incompréhension du monde et des individus, leur incapacité à saisir les problématiques du quotidien, bref, leur déconnexion du réel, produit de décennies à n'évoluer que dans l'entre-soi des grands de ce monde, tout cela pourrait bien transformer l'utopie du grand reset en un enfer, pire, car beaucoup plus probable, que celui imaginé dans le film Hold Up. Alors, si vous cherchez ici du sensationnel, peut-être que cette vidéo n'est pas pour vous, mais en revanche, si vous voulez en savoir plus sur la manière dont des personnes parmi les plus influentes du monde envisagent les évolutions à venir de nos sociétés, évolutions pour certaines déjà engagées depuis lors, si vous voulez comprendre en quoi ces plans pourraient bien venir se fracasser sur le réel, bref, si vous voulez en savoir plus sur ce grand reset, ses grandes lignes, ses mises en œuvre et ses limites, on va tout de suite se pencher là-dessus dans la suite de cette vidéo. Ce livre, Le grand reset nous prépare à l'apparition de l'Antéchrist et à la monnaie unique. La monnaie unique étant la puce, encore appelée la marque de la bête. Et de ce point de vue, évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter de cette occasion, à l'image de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents après la Seconde Guerre mondiale, pour réfléchir réellement à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que nous pourrions faire de mieux. Donc, cette grande réinitialisation que Klaus Schwab appelle de ses vœux, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour en saisir au mieux l'esprit et le sens, le mieux est sans doute de partir du livre coécrit avec Thierry Malret consacré au sujet. Pour faire simple, on pourrait dire que le livre traite des changements induits par la pandémie de Covid quant à l'organisation du monde. Les changements ayant déjà eu lieu, ceux à venir et ceux qui pourraient advenir si dirigeants et citoyens le décident. Que ce soit sur des aspects globaux, économiques, géopolitiques ou en termes d'avancées technologiques, mais également sur des aspects ayant davantage trait aux perceptions de ces enjeux par les individus.
On pourrait ici vous exposer le contenu du livre point par point, chapitre par chapitre, mais ce ne serait pas forcément le plus pertinent, déjà parce que le livre ayant été écrit il y a de ça déjà 1 an, certains passages en sont d'ores et déjà caducs, deuxième vague de Covid oblige, mais également parce que les auteurs brassent beaucoup de questions sans que toutes ne revêtent au final la même importance. Plus qu'un résumé intégral de réflexions se voulant parfois beaucoup plus profondes qu'elles ne le sont réellement, et souvent exposées dans un style managérial assez fastidieux, ce qu'il faut saisir de ce livre, c'est sa thèse, la vision du monde qu'il porte, les orientations qu'il défend et les choix auxquels il prétend nous amener. Covid-19, la grande réinitialisation, part d'un constat globalement assez convenu, sur lequel il est donc difficile de ne pas s'entendre. Ce constat, c'est celui d'un monde en crise, et ce, avant même que n'éclate la pandémie. Celui d'un modèle économique, politique, social, profondément délégitimé, incapable de répondre aux aspirations des citoyens, notamment dans nos pays occidentaux, et à l'origine d'une réaction de rejet de plus en plus forte. Toujours plus rapide, plus complexe, plus connecté, marqué par plusieurs décennies de libéralisme, par la mondialisation des échanges et par un progrès technique qui modifie en profondeur les habitudes de chacun, le monde d'aujourd'hui apparaît comme une source d'angoisse, d'incertitude et d'insatisfaction. Les États se sont effacés devant les multinationales, ne jurant que par la croissance et le profit immédiat, les inégalités explosent, les politiques paralysés face à la complexité du monde se retrouvent incapables de répondre aux aspirations de leur population, tentés par le repli sur soi, l'interdépendance provoquée par l'allongement des chaînes de production fragilise l'économie mondiale, le moindre choc pouvant entraîner une réaction en chaîne incontrôlée. Le tout sur une planète en danger, dont les ressources s'épuisent et où la biodiversité s'effondre sous les coups de l'activité humaine. Mais pour les auteurs, qu'on le veuille ou non, ce monde d'avant est bel et bien derrière nous. Pour Schwab et Malray, la pandémie de Covid-19 a introduit des changements profonds et irréversibles. Certaines tendances qui se dessinaient progressivement se sont brutalement accélérées, tandis que d'autres ont été balayées pour de bon. Dans tous les cas, le retour en arrière est impossible, c'est le point de départ du grand reset. De quel changement est-il ici question? Pour commencer, la pandémie a bien sûr mis au ralenti l'ensemble de l'économie mondiale. À l'international, cela s'est traduit par un coup d'arrêt brutal aux échanges et à un repli des nations derrière leurs frontières. Chaque État tentant de protéger ses citoyens de la contagion et de réorganiser sa production intérieure pour répondre aux besoins urgents. On pense par exemple ici aux masques et au matériel médical. Et à l'intérieur de chaque pays, là aussi, l'économie s'est trouvée ralentie par les mesures sanitaires. Tout cela a bien sûr débouché sur une crise majeure des investissements, de la consommation et de l'emploi. Mais dans la plupart des pays occidentaux, cette crise a été atténuée par un retour en force de l'État-providence. En Europe ou en Amérique du Nord, les États sont intervenus pour soutenir massivement les secteurs en crise, que ce soit par le chômage partiel, par des aides directes aux plus défavorisés, mais aussi par un ensemble d'aides aux entreprises. Ce faisant, l'État, depuis longtemps rejeté dans les discours économiques dominants, a joué pleinement son rôle de filet de sécurité et montré son utilité, au même titre que les assurances sociales ou les systèmes de santé publique, sans lesquels les bilans humains comme économiques de la crise auraient été beaucoup plus lourds. Joe Biden promet d'abord d'aider les ménages les plus touchés par la crise. Une mesure phare, un chèque de 2 000 $ par personne. Une mesure qui a un coût, 1 900 milliards de dollars. Une autre promesse, augmenter le revenu minimum à 15 $. C'est une mesure très efficace pour réduire les inégalités dans la structure. Et ce faisant, les pouvoirs politiques ont également récupéré un certain contrôle sur les institutions monétaires, ces dernières se retrouvant contraintes d'effacer une partie des dettes publiques, notamment aux États-Unis, afin de limiter l'impact de la crise dans le temps. Pour autant, pour Schwab et Malray, la crise économique ne va pas être évitée pour autant. Si l'État-providence a permis et permet encore d'encaisser une partie du choc, l'économie n'en sera pas moins ravagée. Les secteurs de l'hôtellerie ou de la restauration notamment vont connaître des années noires et la situation risque d'être extrêmement difficile pour tous les jeunes qui entreront sur le marché du travail dans les années à venir. Et ce tableau risque encore d'être assombri par un deuxième phénomène majeur, l'accélération technologique soudaine provoquée par la crise du Covid. Avec les restrictions sanitaires, le télétravail, le commerce en ligne, la télémédecine, toutes ces pratiques qui se développaient progressivement dans le monde d'avant ont explosé du jour au lendemain. Pour Schwab et Malray, ce changement est irréversible et ira de pair avec la robotisation des tâches jusqu'alors effectuées par des salariés et aura pour conséquence une destruction d'emplois aux proportions absolument phénoménales, puisque les auteurs évoquent
86% des emplois dans la restauration ou 75% des emplois dans le commerce de détail, qui pourraient selon eux être automatisés dans les 15 prochaines années. Un phénomène qui, selon les auteurs, touchera principalement les emplois à faible qualification, mais qui pourrait bien en réalité s'étendre à des postes bien plus valorisés, comme l'expose une étude du Tony Blair Institute for Global Change, parue il y a 10 jours, et qui explique que si, pendant la pandémie, le télétravail a permis à des cadres de travailler depuis leur résidence secondaire, il permet aussi de délocaliser leurs emplois à l'autre bout du monde. Donc dans cette optique, et c'est le schéma qu'on voit à l'écran, certaines entreprises sont en train de procéder à une revue RH talent des fonctions qui peuvent être exercées en grande partie à distance et donc à l'international. Donc ces nouveaux modes de travail sont une superbe opportunité de talent pour les entreprises qui élargissent leur vivier de manière exponentielle. Aujourd'hui, avec le télétravail, on peut avoir des partenaires de travail avec qui on va devoir interagir tous les jours et qui seront à l'autre bout du monde éventuellement. Et donc, est-ce que l'ensemble des postes de travail qui sont potentiels à délocalisation ou à travail avec l'étranger n'est pas en train de s'accroître de façon très significative? Selon une étude, 37% des postes réalisés en télétravail chez nous pourraient tout à fait l'être depuis l'étranger, où les télétravailleurs potentiels ne manquent pas. Il serait plus de 300 millions formés et disponibles dans les pays émergents. Alors en droit du travail, il n'y a rien dans le Code du travail qui réglemente la question. Dans les accords nationaux interprofessionnels qui réglementent le télétravail, donc de 2005 et 2020, il n'y a rien non plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à l'entreprise elle-même, par la norme de mise en place du télétravail, donc un accord collectif d'entreprise ou une charte, de bien cadrer les choses et de bien les réglementer. Très peu de contraintes, en fait, aujourd'hui, en droit du travail français là-dessus, pourvu que ça dure. À la clé, des économies de salaire pour les entreprises européennes. Si on prend pour hypothèse qu'environ un quart de ces emplois télétravaillables étaient effectivement délocalisés, pour les économies européennes, ça occasionnerait en matière de coût du travail de l'ordre de 6 à 9%. Des économies pour les entreprises, mais qui pourraient aussi créer de fortes tensions sociales en Europe. Des échanges internationaux réduits, un retour en force des États, un saut technologique et une destruction massive d'emplois, tels sont en substance les principaux changements d'ores et déjà provoqués par le Covid pour les partisans du Grand Reset. Des changements à grande échelle qui s'accompagnent d'une modification des représentations du monde. Selon Malray et Schwab, le Covid a par exemple rendu criantes certaines inégalités, ou encore la déconnexion entre la valeur réelle du travail et sa rémunération. Une prise de conscience qui, couplée à une aspiration accrue au retour des États-nations, perçus comme protecteurs face à un libre-échange mondialisé, synonyme de chaos et d'insécurité permanente, pourrait entraîner d'importants troubles sociaux, pouvant aller jusqu'à une remise en cause du système socio-économique dans son ensemble, voire provoquer un processus de démondialisation. Et en lisant Covid-19, la grande réinitialisation, on comprend que pour ces auteurs, ce mouvement de démondialisation est à la fois inévitable et totalement malvenu, car il aboutirait déjà à une destruction massive de capitaux, et surtout, au-delà, à un monde plus pauvre, plus méchant et plus petit. Et je précise que quand on dit un monde plus méchant, c'est pas pour caricaturer les auteurs, c'est vraiment écrit comme ça dans le livre. Dès lors, l'idée du Grand Reset prend sens. Sur le chaos créé par la mondialisation et exacerbé par le Covid, il s'agit pour les dirigeants, et dans une moindre mesure pour les citoyens, de choisir entre deux options. La première consiste à ne rien faire et à laisser le monde sombrer dans le repli économique, le nationalisme et la guerre du tous contre tous, déjà esquissé par le Brexit ou l'élection de Donald Trump en 2016, ou alors il s'agit de prendre des mesures visant à empêcher cela. Et comme en même temps le processus de démondialisation semble inéluctable, il s'agit de l'embrasser partiellement pour limiter la casse par une série de mesures politiques visant à rendre le système actuel plus juste, plus équitable, plus inclusif, plus respectueux des peuples et de l'environnement, le tout afin d'éviter qu'il ne soit balayé à la faveur d'un mouvement de contestation généralisé. Avec l'idée de grande réinitialisation, le fondateur du Forum social de Davos appelle donc de ses vœux un monde nouveau, où la croissance infinie laisserait la place à l'empathie, à la générosité, à la transition verte et à l'économie du bien-être. Sous la pression de l'opinion publique, gouvernants et entreprises n'auraient d'autre choix que de combattre les inégalités les plus criantes, notamment celles touchant les femmes et les minorités ethniques. Une plus forte imposition des grandes fortunes permettrait de mieux financer la santé ou la protection sociale. Les entreprises soumises à la demande croissante
l'ensemble des activistes investiraient massivement dans l'aide à la personne et les gouvernements soutiendraient massivement une transition écologique, faisant la part belle aux circuits courts et aux énergies propres. We're facing huge unemployment. We know that unemployment is a relational issue. It doesn't affect everybody the same. It's going to fall according to race, according to age, according to class, and we have to think differently about that. Nous devons rendre le monde plus inclusif, plus juste, parce que nous avons vu que nous avons atteint un nombre insoutenable de personnes qui se sont senties exclues. Je pense qu'on mésestime très grandement la vague d'activisme qui est en train de sourdre au sein de ce qu'on appelle la génération Z, les jeunes qui ont moins de 26 ans, les millennials également, et ça va ruer dans les brancards d'une façon, encore une fois, qui va nous surprendre. Et je pense que ce sont eux qui vont forcer cette révolution écologique, qui vont forcer ces mesures visant à résoudre les inégalités choquantes qui sont développées, propagées depuis 20, 30, 40 ans. There's a world where buildings are smarter, where automation fuels productivity. And our planet's health is as important as our own. There's a world where everyone is invited to participate, to contribute. When everyone and everything is connected, that's really beautiful. Anything is possible. Good morning. Cisco, the bridge to possible. Bref, malgré les difficultés majeures sur le front de l'emploi, le monde pourrait devenir un meilleur endroit à vivre grâce à la coopération accrue d'acteurs transnationaux capables de mettre leurs intérêts immédiats de côté pour s'entendre sur des réponses communes aux problèmes mondiaux. Une gouvernance mondiale renforcée, couplée à une remise à plat des échanges internationaux, où la mondialisation laisserait la place non pas au protectionnisme des États, mais à une solution intermédiaire, une sorte de régionalisation du libre-échange, de relocalisation partielle à l'échelle de grandes zones comme l'Union européenne ou l'Asie, lesquelles s'organiseraient comme de vastes marchés intérieurs, sans jamais chercher à se piétiner mutuellement. Voilà en substance l'idée du grand reset tel que présenté par ses inventeurs. Et dans le fond, on serait tenté de dire pourquoi pas, parce qu'un monde plus juste et plus solidaire, a priori personne n'est contre. Le problème, c'est qu'une telle vision de l'avenir est aujourd'hui totalement illusoire, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'idée d'une gouvernance mondiale est une utopie qui a déjà échoué. Avec la chute de l'URSS, d'aucuns, dans les années 1990, se sont mis à rêver à un monde uni, travaillant de concert au bonheur de l'humanité. 30 ans plus tard, chacun a eu le loisir de déchanter. Aujourd'hui, la guerre qui oppose les États-Unis à la Chine n'est certes plus idéologique, mais elle est économique et commerciale. Elle ne se mène plus à coups d'intervention militaire, mais de barrières douanières et d'innovations techniques. Et si les protagonistes ne sont plus les mêmes, il semble tout aussi improbable de les voir mettre leurs intérêts de côté pour agir ensemble pour le progrès de l'humanité que cela ne l'était à la bonne vieille époque de la guerre froide. Tariffs on Chinese exports to the US have increased sixfold. China hit back, more than doubling its tariffs on US goods. Aujourd'hui comme hier, le monde est divisé, et ce n'est hélas pas un livre mal écrit de 300 pages qui changera quoi que ce soit. Alors certes, des coopérations peuvent exister, mais s'il y a bien une chose que la crise du coronavirus a montré, c'est que face à l'urgence, ces coopérations s'effacent très rapidement pour redonner leur place aux États. Début 2020, quand il est devenu évident que le virus se répandait, ce sont les États qui ont pris l'initiative de fermer leurs frontières, de soutenir l'activité ou de réorganiser leur production autour des enjeux du moment. Pas par idéologie, ces dirigeants étaient les mêmes qui vantaient la veille les mérites de l'ouverture au monde, mais tout simplement parce qu'il s'agissait du niveau d'action le plus efficace, que ce soit pour limiter l'entrée sur le territoire ou pour produire des vaccins. Les pays qui ont attendu après des solutions internationales se sont vite retrouvés à la traîne, là où ceux qui ont pris les devants ont été davantage maîtres de leur destin. On ne peut hélas s'empêcher ici de penser à la France, dont les dirigeants, Emmanuel Macron en tête, se sont entêtés pendant des mois à répéter que la fermeture de frontières devait se faire au niveau européen, alors même que tous leurs voisins, allemands notamment, avaient depuis longtemps repris le contrôle de leur espace. Mais on mentionnera aussi le fiasco de la vaccination organisée à l'échelle européenne,
Ukraine, par une UE incapable de produire, de se faire livrer ou de distribuer ses doses aux pays membres dans des délais acceptables, poussant ainsi certains d'entre eux à se tourner directement vers la Russie, alors même que le Royaume-Uni, tout juste sorti de l'Union européenne et ayant massivement investi dans la recherche, se payait le luxe de vacciner sa population à tour de bras. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que ce fait que les États-nations ont été les structures les plus à même de réagir face à la pandémie et d'en limiter les effets, là où les institutions transnationales se sont révélées incapables d'agir efficacement, Klaus Schwab et Thierry Malret le reconnaissent, mais ça ne les empêche pas d'affirmer, au mépris des faits, que seule une gouvernance mondiale est à même d'apporter une réponse à des problèmes mondiaux. Alors, comment justifier une telle pirouette? C'est que pour eux, c'est précisément parce que les États ont cédé à la tentation du repli national face à la pandémie que la gouvernance mondiale s'est avérée défaillante. Le problème, c'est qu'avec ce type d'argument, on peut justifier à peu près tout et n'importe quoi. Peut-être que dans le fond, le problème de la gouvernance mondiale face au Covid, c'est qu'il n'y avait pas assez de gouvernance mondiale face au Covid. En attendant, les États qui en sont les mieux sortis sont ceux qui ont pris des décisions rapides pour protéger leur population, là où ceux qui ont attendu après la gouvernance mondiale se sont vite retrouvés fragilisés et dépendants. Une réalité qui ne plaide pas vraiment en faveur de la gouvernance mondiale. À l'inverse, on est en droit de se demander même si l'énergie et les sommes dépensées pour faire vivre des institutions européennes n'ayant eu de cesse au fil des années de demander la baisse des moyens dédiés au système de santé n'ont pas contribué à affaiblir les États-nations et leur réactivité. Par ailleurs, si Schwab et Malret insistent autant sur l'idée de gouvernance mondiale, c'est que selon eux, les problèmes que nous rencontrons sont de plus en plus mondialisés, la pandémie de Covid constituant ici encore un bon exemple. Et là-dessus, on ne peut guère leur donner tort, sauf que si la mondialisation génère de plus en plus de risques à l'échelle mondiale, risques qui se répercutent ensuite sur l'ensemble des populations, peut-être ne faut-il pas voir comme un problème le rejet de cette mondialisation par ces mêmes populations, mais au contraire voir ce rejet comme une attitude salutaire. Ce qui a malheureusement fait défaut dès le début de la pandémie, c'est cette capacité d'agir collectivement. Alors, ça n'a pas été le cas pour tout vaccin. Il y a une collaboration entre les scientifiques, mais on s'est rendu compte que parmi les États, il y avait vraiment une défaillance du système de gouvernance globale, que c'était chacun pour soi. Les phénomènes de démondialisation, d'émergence de populisme, de solutions qui consistent au repli sur le quant à soi, elles existaient auparavant et je pense qu'elles sont exacerbées, qu'elles vont être encore davantage développées par ce qui va se produire dans les prochaines années. On le sent malheureusement. Et peut-être que la seule exception, qui j'espère sera l'exception tenace, c'est celle de l'Europe. L'Europe a offert un vrai modèle de gouvernance régionale et espérons que ce soit un modèle qui soit durable et soutenable. Pour les auteurs, on l'a vu, la remise en cause de la mondialisation est un problème, notamment pour des raisons morales. Pourtant, le bilan concret de cette mondialisation sur ces 40 dernières années n'est guère brillant pour un nombre croissant de citoyens de nos pays occidentaux. On le sait, la disparition progressive des protections douanières, le règne sans partage du libre-échange international ont d'ores et déjà provoqué dans nos pays, il y a plusieurs décennies, une destruction d'emplois industriels et agricoles sans précédent. Aujourd'hui, ce sont les emplois plus valorisés dans l'ingénierie, la recherche-développement, voire dans l'encadrement qui menacent à leur tour de partir. Progressivement, le nombre de perdants effectifs de la mondialisation grimpe en flèche, et si le phénomène fait aujourd'hui l'objet d'un rejet massif, qui peut se traduire politiquement de différentes manières, ce n'est pas, comme le prétendent Schwab et Malret, par nationalisme. L'idéologie n'a rien à voir là-dedans. Si les gens sont de plus en plus nombreux à rejeter la mondialisation, c'est parce qu'ils en vivent les effets concrets, et que ces effets sont nettement plus destructeurs que ce qui leur avait été vanté par les partisans de l'ouverture sur le monde. D'ailleurs, si quand on parle de mondialisation, on pense souvent aux délocalisations en Asie du Sud-Est, il ne faudrait pas en oublier les mêmes phénomènes internes à l'Europe. Si pour les théoriciens du Grand Reset, la régionalisation pourrait constituer une alternative satisfaisante à la mondialisation, pour l'emploi dans nos pays, le problème reste le même. Tout comme la Chine, les pays d'Europe de l'Est constituent une destination de choix pour les firmes en quête de salaires plus faibles, dans l'industrie, mais pourquoi pas aussi demain dans l'encadrement. Dès lors, sans même revenir sur le fait que la mondialisation ne semble pas devoir s'endiguer d'elle-même par la seule bonne volonté des actionnaires, on voit mal en quoi la régionalisation, vantée par Schwab et Malret, permettrait de régler le problème de l'emploi et du niveau de vie dans nos pays occidentaux. Et avec cette question, on touche sans doute à la faille majeure de cette soi-disant grande réinitialisation. C'est que
pensée comme une manière d'atténuer les effets négatifs de notre modèle socio-économique, elle en est en réalité absolument incapable. Tout simplement parce qu'on ne peut se contenter de corriger à la marge ce qui constitue un problème général. Klaus Schwab et Thierry Malret en conviennent, dans les années à venir, même si l'on suivait à la lettre leurs recommandations, l'emploi s'effondrerait dans des proportions dantesques sous le double coup de boutoir de la mondialisation et du progrès technique. Or, c'est bien ce phénomène, et pas un autre, qui est à l'origine de la crise de légitimité absolue qui frappe nos dirigeants. Le chômage de masse, l'effondrement de la classe moyenne, la dégradation de niveau de vie promise à de plus en plus de monde. C'est ce phénomène qui a provoqué le Brexit, l'élection de Donald Trump en 2016, ou encore le mouvement des Gilets jaunes en France, un phénomène qui s'étend et qui est bien loin de ne concerner qu'une petite minorité. Et ce phénomène, Schwab et Malret refusent de le voir, ou plutôt font, volontairement ou non, une erreur fondamentale dès lors qu'ils cherchent à l'observer. Cette erreur, c'est de n'envisager le problème avec le modèle socio-économique actuel et sa contestation que comme des phénomènes de marge. Pour comprendre ça, on va citer un extrait de leur livre. Pour eux, des troubles sociaux risquent d'advenir dans nos pays occidentaux. Plus précisément, je cite, « Les tragédies personnelles s'accumuleront, fomentant la colère, le ressentiment et l'exaspération dans différents groupes sociaux, y compris les chômeurs, les pauvres, les migrants, les prisonniers, les sans-abri, tous ceux qui sont laissés pour compte. » S'imaginer ainsi que les troubles sociaux dans un pays ravagé par la crise et le sous-emploi ne seront le fait que de l'addition des catégories les plus marginales de la population, les prisonniers, les migrants et les sans-abri, c'est tout simplement passer à côté de la crise politique réelle qui touche nos démocraties. Et par conséquent, c'est se condamner à être totalement impuissant face à la contestation qui monte en proposant des réponses inadaptées aux attentes d'une majorité. Car, bien sûr, pour Schwab et Malret, il sera possible d'éviter ces troubles sociaux en agissant sur les inégalités. Ils parlent ici des inégalités hommes-femmes, des droits des LGBT ou encore des problématiques raciales. Mais encore une fois, sans nier les enjeux liés à ces problématiques, c'est se focaliser sur le petit bout de la lorgnette. On va prendre un exemple. En mai dernier, un rapport officiel faisait le point sur le niveau des retraites en France en 2019. Et si on se focalise sur la question des inégalités hommes-femmes, nous sommes plutôt sur de bonnes nouvelles, puisque ces inégalités concernant le paiement des retraites se réduisent d'année en année. Le problème, c'est qu'à regarder la réalité de manière plus globale, on se rend compte que sur l'ensemble de la population, les pensions, elles, ne cessent de baisser en euros constants. En d'autres termes, la réduction des inégalités les plus criantes n'empêche pas une chute générale du niveau de vie. Et répondre à cette chute générale en se focalisant uniquement sur la question des inégalités, c'est passer à côté du problème fondamental et se condamner à reproduire encore et encore les mêmes erreurs. Alors il est temps de conclure sur ce grand reset. Clairement, le Grand Reset n'est pas un projet de domination totalitaire, dans le sens où on l'entend habituellement façon 1984 ou Black Mirror. Pour autant, il doit être pris en compte et analysé, car les grandes lignes politiques et économiques qu'il dessine se retrouvent dans les choix que les dirigeants occidentaux sont actuellement en train de faire. On pense par exemple ici au plan de relance américain mis en place par Joe Biden. Et le problème, c'est que ces grandes lignes se veulent les contours d'un monde meilleur, tel qu'envisagé par une poignée d'individus influents, écumant les forums économiques et les conseils d'administration depuis plusieurs décennies, totalement coupés des réalités vécues par les gens ordinaires. Dès lors, leur idéal inclusif, résilient et solidaire ne peut être rien de plus qu'une chimère, un délire théorique où tous les dirigeants de la planète se donneraient la main pour sauver le monde du chaos qu'ils ont eux-mêmes causé, et que des populations condamnées au chômage et au déclassement généralisé accueilleraient malgré tout à bras ouverts contre une vague promesse de bienveillance. Comme si leur modèle de libre-échange mondialisé faisait l'objet d'un rejet de plus en plus unanime, c'était parce que les gens sont tout simplement méchants, et non pas parce qu'ils avaient fait dans leur vie quotidienne l'expérience de son échec, après y avoir, pour nombre d'entre eux, sincèrement cru. Les choses sont en train de s'écrouler. Plus personne ne croit à l'Europe. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que personne n'y croit, notamment les catégories populaires qui y ont beaucoup cru. Parce qu'aujourd'hui, on fait porter aux catégories populaires, notamment aux gens ordinaires, la défiance vis-à-vis des institutions européennes. Non, c'est qu'ils ont tous joué le jeu, joué le jeu même de la mondialisation, même on peut dire du néolibéralisme inconsciemment, et puis ils font un bilan. Ils se rendent compte que le compte n'y est pas, ça ne marche pas. Donc voilà, si vous voulez, toutes les croyances anciennes ne fonctionnent plus.
À partir de là, l'idée de grand reset ne peut être comprise que comme une énième tentative désespérée de réanimer ce modèle, de nous convaincre une dernière fois qu'il n'y a pas d'alternative, pas d'autre choix possible hormis eux ou le chaos, alors même qu'il est de plus en plus clair que ce sont leurs choix, leurs politiques et leurs dogmatismes qui ont mené à l'impasse actuelle. Et que plus leurs beaux discours entreront en décalage avec le vécu, moins il y aura de chances que les citoyens acceptent de remettre une pièce dans leur machine, fût-elle repeinte aux couleurs de la tolérance, de l'inclusivité et de la gentillesse. Voilà, fact-checking, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a semblé intéressante, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et que vous soyez d'accord ou non avec notre lecture des choses, on espère avoir alimenté vos réflexions personnelles et les discussions politiques que vous ne manquerez pas d'avoir. On remercie très chaleureusement tous les tipeurs qui nous ont permis de réaliser cette vidéo en finançant notre travail. Vous le savez, l'émission, comme la chaîne du Fil d'Actu, est financée uniquement grâce à vos dons. C'est ce qui nous permet d'être totalement indépendants et donc libres de traiter les sujets qui nous intéressent de la manière qui nous semble la plus pertinente, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit, excepté à notre public. Donc si vous aussi vous souhaitez contribuer au développement de la chaîne, il vous suffit de vous rendre sur notre page Tipeee, dont le lien est en description de la vidéo, et de soutenir notre travail à hauteur de quelques euros par mois. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Pensez aussi à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir, ça améliore le référencement et ça ouvre des discussions intéressantes. La semaine prochaine, vous retrouverez Tatiana dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Et nous, on se dit salut et à très vite.